Bonjour à tous et bienvenue au Furet du Nord à cette rencontre avec Valérie Cocan à propos de son livre Onassis, ses combats, ses amours, son drame, paru aux éditions France Empire. Alors certains l'ont déjà en main, d'autres sont en train de feuilleter, c'est parfait. Alors écrivain, essayiste et conférencier, Valérie Cocan est diplômé en sciences politiques et avant ce livre sur Onassis, il a signé toujours aux éditions France Empire Romain Gary, L'homme face à l'action. C'est pas vraiment le même sujet, mais c'est quand même des grandes figures de l'histoire contemporaine. Alors en fait, finalement, on se pose la question, pourquoi vous, Valérie Cocan, un jeune historien du XXIe siècle, vous intéressez à la success story d'Onassis? À la base, moi je m'intéresse à la Grèce. Mais à la Grèce, pas il y a 2500 ans, comme on l'apprend à l'école, avec la mythologie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Grèce actuelle, et de voir un petit peu d'où vient ce pays, quelle est son histoire récente. Et quand je dis histoire récente, on ne comprend pas si bien dire, parce que la Grèce n'existe en tant qu'État que depuis le milieu du XIXe siècle, puisque depuis 1453 jusqu'en 1830, elle est écrasée entre guillemets sous la domination ottomane. Donc voilà un petit peu comment, quel est le point de départ. Donc je me suis intéressé à l'histoire de cette Grèce-là, j'ai envie de dire, et de fil en aiguille, tôt ou tard, vous arrivez à découvrir des personnages plus ou moins emblématiques. Et c'est comme ça que je prends connaissance de ce personnage, Aristote Onassis. Et je me suis pris un petit peu au jeu parce que je me suis rendu compte que c'était un destin individuel, mais qui, par ses cicatrices, par ses bleus, par les coups qu'il a pris dans son enfance, dans son adolescence, ce destin individuel permet de découvrir le destin de la Grèce actuelle. Et le deuxième point qui m'a frappé, c'est qu'Onassis est un homme qu'on peut qualifier de témoin du XXe siècle. Il naît en 1903, il meurt en 1975. Donc on pourrait croire que c'est un homme du passé. Pas du tout. Ce qu'il a vu se mettre en place dans sa jeunesse ou quand il était devenu un homme mûr, ça a encore tout son sens aujourd'hui. Onassis est un acteur de la diplomatie du pétrole. Il est aux premières loges pour voir comment les Américains s'assurent un quasi-monopole sur la géopolitique du pétrole, notamment avec l'Arabie Saoudite, toutes ces choses-là. Et donc Onassis, c'est un acteur du XXe siècle, c'est un témoin du XXe siècle, et il y a des petites choses qui lui arrivent qui permettent encore aujourd'hui qui permettent d'être des clés de compréhension sur ce qui se passe au Moyen-Orient encore aujourd'hui. Oui, tout à fait, c'est l'histoire récente. Alors en tout cas, il y a quelque chose de fascinant dans les hommes de pouvoir et d'argent, depuis bien longtemps, c'est ce qui explique le succès d'ailleurs des magazines People, mais Onassis avait quelque chose de plus. Qu'est-ce qu'il avait de plus qui fait que justement, un historien comme vous se dit, ce n'est pas qu'un acteur de la jet set, non, c'est quelqu'un qui est bien plus intéressant. Qu'est-ce qu'il avait de plus Si vous voulez, Onassis à la base, c'est un sans grade. C'est un anonyme, personne ne l'attend, il n'y a pas de place pour lui dans la société, il ressemble à énormément de jeunes d'aujourd'hui. En plus, il a un problème d'identité parce qu'il s'est toujours cru grec, mais quand il arrive à Athènes, il réalise que vis-à-vis des Grecs d'Athènes, c'est pas tout à fait vrai. Et donc il a plein de petites choses comme ça. Et pour reprendre et pour répondre à votre question, je crois que la grosse différence par rapport à ses collègues... Oui, parce que vous auriez pu écrire sur Narcos, par exemple. Voilà, mais Onassis a une dimension humaine. Oui, il est attachant. Il est attachant, c'est quelqu'un qui, la plupart du temps, c'est un esprit froid, calculateur. C'est une intelligence quasi mécanique. Mais c'est quelqu'un qui fait énormément confiance à son instinct et à ses tripes. Il est entouré de gens autour de lui, ce sont des cérébraux, on a envie de dire, et lui, souvent, il se détermine en fonction de son instinct. Ça réchauffe un petit peu le personnage. On le verra tout à l'heure en parcourant sa vie. Alors comment vous avez travaillé pour écrire ce livre? J'imagine que vous avez épluché tous les parimages, les points de vue, images du monde, mais pas que.
Ah non, 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 ça c'est le sommet de l'iceberg. Mais alors en disons dessous, qu'est-ce qu'on trouve? Ah bah, l'écriture d'Onassis, c'est en soi une histoire complètement parallèle, quoi. C'est pas mon tout premier livre sur Onassis. C'est, si je résume, c'est le 3e. Et le tout premier, qu'on trouve encore, hein, il est publié aux éditions Saint-Martin, le tout premier, je voulais déjà faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Je voulais quelque chose qui sorte des apparences. Je voulais gratter le Vernis Paris Match pour voir un petit peu d'où venait ce bonhomme et comment on pouvait expliquer le fait qu'il en soit arrivé là. Et j'ai listé tout un tas de témoins. On savait qu'ils existaient, mais ils n'avaient jamais parlé. Et moi, forcément, j'ai un petit côté teigneux, j'ai un petit côté vachard, ce que les autres n'ont jamais fait avant moi, et j'aime bien m'y coller. Alors après, ça marche pas, ça. Mais j'aime bien y aller. Et donc j'ai pris contact avec ces témoins. Alors c'était qui ces témoins? Il y a un fondé de pouvoir qui était en poste à Paris. Beaucoup de gens ne savent pas qu'Onassis passait quasiment 9 mois par an en France. C'est ça, il aimait beaucoup Paris et il descendait au Ritz ou au Hilton? Non, il avait son propre appartement à l'avenue Foch, dans un immeuble confortable en 88, pour aller vraiment très curieux. Pour aller faire des photos du 88? C'est un immeuble haussmannien. C'est banal. Qui se fond complètement dans l'avenue Foch. Par contre, l'appartement ne devait pas être banal. Non, l'appartement était très très bien. L'appartement est longtemps resté aux mains de la famille et il a été vendu il y a une petite dizaine d'années. Donc vous avez retrouvé comme ça, même en France, des gens qui avaient connu Onassis, qui avaient travaillé pour lui. Il a fallu faire une petite enquête quasi policière pour remonter. Et une fois que vous avez localisé le témoin, je dirais que là, le travail commence. Parce qu'il faut sonner à la porte, il faut se présenter, et puis il faut montrer patte blanche. Parce qu'on peut se faire mettre dehors aussi. Bah oui, et puis il y a tellement de choses qui ont été écrites sur Onassis, il y a tellement de rumeurs, il y a tellement de légendes, il y a tellement de commérage, que ces témoins de la première heure, ils sont un petit peu sur la défensive, ils sont un petit peu sur la réserve. Et donc, ça se fait pas en 2 jours, quoi. Madame Goulandry, ça à Athènes, ça s'est fait aussi, ça a pris quelques Madame Goulandry, c'est en quelques années. Oui, donc vous avez mis plusieurs années pour écrire ce livre et même plusieurs étapes, puisque vous dites qu'il y en a eu. Mais par contre, vous voyez, une fois que vous avez montré patte blanche, une fois que vous les avez rassurés, une fois, parce que souvent c'est des gens qui vont mettre sur le grill. En général, ils vont venir, bon, Monsieur Cocan, on vous accorde 1 heure. Et puis sur l'heure qu'ils vous accordent, vous passez 45 minutes à les rassurer sur la connaissance du sujet, sur le fait que ce que vous voulez faire. Oui. Et par contre, une fois que la confiance est installée, c'est formidable. C'est ça. Donc du coup, il ne vous reste pas qu'un quart d'heure, le temps n'est plus compté. Le temps n'est plus compté, ils ont toujours un album de photos à vous montrer, ils ont toujours un des souvenirs assez forts, c'est l'un des neveux Onassis à Londres. Lui, il a carrément des registres maritimes avec des immatriculations de pétroliers, et c'est comme ça que j'ai pu avoir noir sur blanc des petites choses où Onassis a mis son grain de sel dans la crise de Cuba à la fin des années 50. Alors ça, c'est la faute des Américains. Mais il y a plein de petites choses comme ça, et c'est comme ça qu'on relève des inédits. C'est comme ça que j'arrive à... Onassis est passé par chez nous, dans le Nord, au début des années 50, juste avant de passer commande de pétrolier au chantier naval de Dunkerque. Il est venu, il a passé une demi-journée à Dunkerque, il a rencontré les ingénieurs, il a rencontré, parce qu'il n'était pas vache, il a rencontré aussi les simples gars qui chauffaient les rivets sur le bord de la cale sèche. Et, donc Cocorico pour les experts maritimes du nord de la France. Quoi. Donc il a fait construire un bateau à Dunkerque. Il en a fait construire plusieurs, et double Autant Cocorico. qu'on avait des grands chantiers à Dunkerque. Voilà, parce que c'était parmi les plus gros pétroliers du monde, oui, à l'époque. Effectivement. Alors quand bien même vous auriez voulu travailler sur les archives, celles de Smyrne où il est né ont brûlé. Oui. Voilà. Donc, et on n'est même pas sûr de sa date de naissance. Du coup, il joue beaucoup entre 1900 et 1900. En plus, lui, il en a rajouté une couche, parce que en fonction des gens qu'il avait autour de lui, il aimait bien raconter des histoires.
Donc officiellement, il est né 2 fois, en 1900 ou en 1906, ça vous trouverez ça partout. Anecdote morbide, sur son cercueil, il y a 1900, sur sa pierre tombale, il y a 1906. En fait, quand on interroge des gens qui sont relativement proches, par déduction, on en arrive à la date la plus raisonnable, la plus véritable. Celle qui semble la plus pertinente, c'est 1903. Entre les deux. Entre les deux. Finalement. Alors, finalement, quand le petit Harry naît, il naît à un moment très difficile de l'histoire grecque. On peut dire vraiment un mauvais moment. Quand la ville de Smyrne, aujourd'hui Izmir, appartenait à l'Empire ottoman. C'était vraiment pas le moment du début. Il naît dans une famille de patriotes grecs. Et il naît à une période où Smyrne est en pleine effervescence. Smyrne, à l'époque, était composé de 75% de Grecs, le reste étant de souche plus ou moins turque, on va dire. Et les Grecs... oui. D'ailleurs, les Turcs appelaient Smyrne Gavur Izmir. Izmir, l'infidèle, c'est dire. Et donc tout ce petit monde milite pour un rattachement de Smyrne à la Grande Grèce. Et la famille Onassis, elle est à 250% pour. Ce qui explique que quand la nouvelle vague turque décide, après la Première Guerre mondiale, de remettre les pendules à l'heure, de chasser la majorité grecque pour que Smyrne devienne Izmir sans aucune contestation, la famille Onassis va faire partie des gens qui seront massacrés, du moins pour les mâles. Les femmes du clan Onassis vont être plus ou moins épargnées, quoi. Et au milieu de ça, il y a l'adolescent Onassis qui a, quand ça arrive, 16-17 ans. Oui, alors ça, on va y revenir plus tard, mais ce qui m'intéresse moi, c'est son enfance, parce que finalement, il a une enfance heureuse jusqu'à la mort de sa mère. Il a une enfance. Il a eu, pas terriblement difficile, il est d'une bonne famille, qui a beaucoup d'argent, enfin voilà. On peut lâcher le mot. Avant le traumatisme de la grande catastrophe, en 1922, le petit Aristote, c'est un fils à papa. Son père est un gros négociant en tabac. Il a d'autres participations dans des affaires de négoce et tout ça. Il a des intérêts bancaires. C'est un excellent client pour le Crédit Lyonnais dans la succursale de Smyrne. Voilà un petit peu le niveau dans lequel baigne le jeune Aristote. Crédit Lyonnais en français, finalement, on en profite déjà. Oui. Si. On a une forte présence française au Moyen-Orient à l'époque. Pour ceux qui sont férus d'histoire, ça va déborder sur la Syrie, ce qu'on appelait le Levant à l'époque. Et oui, tout à fait, avec la création presque du Liban. Son père s'appelait Socrate. Ouais. Qui est quand même assez pour un grec. Les Grecs d'Asie mineure avaient toujours à cœur d'être plus grecs que les Grecs. Et donc ils ont des prénoms Socrate, Hercule, Aristote, voilà. Platon. Beaucoup, oui, exactement. Alors bon, on imagine que c'est donc dans sa famille qu'il attrape la bosse des affaires internationales. J'aurais presque envie de dire non. Parce que le jeune Aristote, on ne peut pas dire qu'il se pose beaucoup de questions sur son avenir. Lui, il vit au jour le jour. Oui, il n'aime pas les études. Il n'aime... c'est le paradoxe du bonhomme. C'est quelqu'un de très brillant, très brillant. Il s'intéresse à beaucoup de choses. Il est très ouvert sur le monde autour de lui. Mais alors, aller à l'école, se conformer à un schéma très précis, avec des horaires bien particuliers, avec des matières bien particulières, se conformer à une discipline, parce qu'il était quand même dans des institutions religieuses, ça ne plaisante pas avec ça, non. Il préférait le sport. Il préférait le sport, il préférait passer du bon temps à droite et à gauche, Traîner sur le port. entre autres choses, et ça, vous voyez, ça va lui donner goût à la marine.
Ça va le familiariser avec les légendes des marins, avec ses fortunes de mer au large là-bas. Ça lui instille un petit peu une curiosité pour là-bas. Il ne faut pas oublier aussi que Smyrne est réputé pour être le lieu de naissance d'Homère. Et Homère, c'est l'Odyssée et l'Iliade. Et Onassis est un fou furieux, un fan absolu de la poésie homérique. Il est fasciné par l'Odyssée d'Ulysse. Et ça, c'est dès ses plus jeunes années. Ce qui fait que je m'inscris en faux avec cette rumeur, cette légende qui fait passer Onassis pour un pauvre gars qui sait à peine écrire son nom. C'est loin d'être le cas. Non, c'est quelqu'un qui est qui est beaucoup plus fin que ça, qui s'intéresse à la culture sous toutes ses formes et qui est capable de citer Homère dans le texte. Alors, cela dit, il y a pas mal d'endroits en Grèce qui se disputent la naissance d'Homère. Il n'est pas bien sûr que ce C'est soit... pour ça que je pèse mes mots. Voilà, c'est ça. Mais Alors, lui vous aurait dit noir sur blanc, non, il n'y a pas de doute. évidemment, tous les Grecs disent que c'est chez eux. Hein. Mais alors, il échappe au massacre de Smyrne dans des circonstances un petit peu rocambolesques finalement. Et qu'est-ce qui se passe avec un consul américain, tout ça? Il échappe déjà pour une raison simple, c'est que les Turcs le prennent pour beaucoup plus jeune qu'il n'est. Donc il ne fait pas partie de cette catégorie d'hommes qu'il faut absolument mettre au camp ou au cachot. Déjà. Ce qui explique la date de naissance de 1906, quand il y a des Turcs qui lui demandent « T'es né quand mon petit ?» Lui il dit 1906. Comme ça le fait passer pour un ado. Il n'y a pas de problème. Et oui, sauf qu'il arrive un moment où les Turcs, il ne faut pas les prendre que pour des bas de plafond. Il y en a un qui réalise que le petit Aristote, il dit pas toute la vérité, et donc le jeune Aristote comprend que ça sent le brûler, il faut qu'il parte. Il y a une anecdote précise qui fait qu'il doit partir en vitesse, et il va se réfugier au consulat américain, qui connaît très bien la famille Onassis, parce que voilà, chez Onassis à l'époque, on fréquentait le beau monde, y compris le consul américain, et c'est comme ça que le consul, par égard aux oncles et au père du jeune Aristote, l'exfiltre, comme on dirait maintenant, et le fait aller sur un bateau américain qui va l'amener sur le continent grec. Alors cela dit, il avait déjà une grande conscience des bonnes sonnettes qu'il fallait tirer. Je dirais que ça se pose plutôt en gestion de l'urgence, c'est de la légitime défense. Oui, mais il a frappé à la bonne porte avec ce consul américain. Il comprend, il a un cours accéléré de nature humaine. Il comprend le petit gars qui s'en faisait pas trop sur son devenir. Là, il comprend très vite que s'il veut survivre, il faut qu'il trouve des astuces. Et là, l'astuce tout de suite, là, c'est aller frapper au consulat américain. Mais c'est de la légitime défense, parce qu'il se rend compte que s'il fait rien, c'est fini, quoi. Alors donc sa famille passera par Lesbos, comme tous les Grecs de Smyrne, il y aura des camps, il y aura tout ça, mais ils vont finir par se réfugier à Athènes, continuer leurs affaires à Athènes, mais il ne s'entend pas avec son père, le petit Harry. Il ne s'entendait pas déjà avec son père. Mais à Athènes, ça se gâte. Mais à Athènes, ça se gâte, oui, parce que, si vous voulez, pendant que le père était enfermé dans les geôles turques, le chef de clan naturel aurait dû être l'autre frère, son oncle en fait, qui était lui déjà installé à Athènes. Le petit Aristote arrive à Athènes, il est remonté comme c'est pas permis, et il a vu la mort de très près. Quand il récupère les femmes du clan Onassis, et donc sa grand-mère a disparu, elle décède, dans l'épreuve. Et donc, dans la tête du jeune Aristote, le nouveau chef de clan, c'est lui. Parce que cette épreuve-là lui donne la légitimité nécessaire. Et bon, quand le père est libéré, arrive sur le continent grec, il n'entend pas de cette manière-là, quoi. Le père, dans son idée, il a envie que la vie continue comme avant. Sauf que c'est pas possible. Donc du coup, il n'y a pas de place pour le petit Aristote. Il n'y a pas de place pour le petit Aristote, il n'y a pas de place dans la société grecque
parce qu'il faut bien voir que la Grèce doit digérer un afflux de réfugiés on est autour d'1,5 million de personnes dans une Grèce qui est essentiellement rurale. Donc ça déséquilibre complètement. Les Grecs du continent sont particulièrement remontés contre ces étrangers qui arrivent là en étant méchants, on pourrait dire, comme un nuage de criquets. On les appelait les Turcos d'ailleurs. On les appelle les Turcos. Même encore aujourd'hui, ne vous avisez pas de dire à un Grec Turcos. Au mieux, vous allez vous prendre une claque. Au pire, il va appeler ses petits copains et puis il va vous arranger. C'est la grande catastrophe de 1922. Au-delà des générations, même encore aujourd'hui, ça laisse une marque très forte dans le mental grec actuel. Mais c'est encore un traumatisme. Tout à fait. Alors, en 1923, il part pour l'Argentine. Pourquoi l'Argentine ? Parce que... non, il a déjà quand même un petit peu un rêve américain. Et sauf que l'Amérique du Nord a durci ses lois d'immigration. C'est fini le rêve américain avec ce navire rempli d'émigrants qui voit au petit matin la Statue de la Liberté. C'est fini. Et là, le petit Aristote, il se démonte pas. Il comprend que l'Amérique du Nord lui est fermée. C'est pas grave, il reste l'Amérique du Sud. Et pourquoi l'Argentine ? Parce que traditionnellement, il y a déjà des relations commerciales entre les Argentins et les Grecs. Et donc, il tente le coup là-bas. Et, curiosité, il est bien adopté par la communauté grecque de Buenos Aires, qui ne lui demande pas s'il est né à Smyrne ou à Athènes. Il est grec. Et c'est ça qui est fou, quoi. Il doit se réinventer, et c'est à l'autre bout du monde qu'il est accueilli par sa communauté d'origine, j'ai envie de dire. Donc il finit par affirmer son identité beaucoup plus à l'étranger que chez lui. Oui. Alors, ses débuts sont quand même assez difficiles. Ah bah oui, parce que là aussi, personne ne l'attend à Buenos Aires. Là aussi, en plus, c'est comique, c'est caustique, il ne parle pas espagnol. Bon. Comme tous les immigrés, il va apprendre vite. Il apprend très vite. Donc ça renforce l'idée qu'on a affaire à un personnage particulièrement brillant, intellectuellement parlant. Et puis là aussi, c'est qui tout double. C'est une sorte de légitime défense sociale. Il est obligé de se faire à ce nouveau pays, sinon il sera balayé. Et donc il va sauter sur toutes les occasions qui se présentent à lui pour gagner sa croûte. Au début, c'est ça. Il faut gagner sa croûte, il faut payer la petite chambre qu'il loue. Et puis c'est quelqu'un qui garde les souvenirs de son enfance. Donc il sait ce que c'est qu'être riche, il connaît le pouvoir que procure l'argent. Et là, à Buenos Aires, il comprend que... il n'est plus du même côté. Il n'est plus du tout du même côté. Alors il ne peut pas aller avec les richissimes argentins parce qu'il n'a pas les ronds, comme on dirait maintenant. Il ne peut pas aller avec le peuple parce qu'il n'a pas l'éducation pour. Donc il est là entre deux. Bon, il se débrouille. Mais alors, finalement, c'est intéressant d'expliquer ça, comment un obscur immigré, finalement il arrive là-bas, ce n'est qu'un obscur immigré comme n'importe quel autre, employé d'une compagnie de téléphone, parvient à se donner les moyens de devenir millionnaire en quelques années. Parce qu'il est dans une société où tout est à faire. L'Argentine du début du XXe siècle. Pays émergent déjà. Oui, non, vous croyez, l'expression est particulièrement bien trouvée, parce que l'Argentine du début des années 20, c'est un Eldorado mirifique. Celui qui veut, il s'y installe, il n'y a quasiment pas de fisc, il n'y a quasiment pas donc on peut tricher très facilement. Et le petit Aristote, quand il voit ça, il comprend très vite qu'il a son coup à jouer, et il ne va pas s'en priver, quoi. Oui, il est assez magouilleur. Il apprend très vite. Il regarde ce qui se passe. Ça, c'est aussi les débuts de la méthode Onassis. Onassis, quand il arrive quelque part, la première chose, il observe ce qui se passe autour de lui. Il apprend énormément
Il veut savoir qui sont les acteurs majeurs, qui fait la loi, comment il fait la loi, et si on réfléchit à sa place, comment moi je peux faire pour m'adapter à ces règles du jeu-là, et comment je peux faire pour très vite en tirer bénéfice, quoi. Donc il est dans un milieu de tricheurs, il est dans un milieu de magouilleurs, donc il étudie ça, et très vite il va trouver des astuces pour se mettre au diapason, et c'est quelqu'un qui apprend très vite, et c'est quelqu'un qui perfectionne les choses. Il a une petite aussi, c'est un élément supplémentaire, il a un fond créateur. Il a toujours l'ambition d'apporter un plus dans ce qui se fait déjà. Et donc là, il met en place déjà des combines, des trucs simples, hein, mais C'est un jamais... spéculateur dans l'âme. Hein. C'est un spéculateur dans l'âme. Oui, oui, oui. Et ça déjà, il apprend, il découvre, en jouant, il découvre que c'est un joueur formidable. Alors c'est très particulier parce que c'est quelqu'un qui ne joue pas au poker, il a horreur des jeux de hasard, mais dans la vie, c'est un joueur de première force. Surtout la bourse. Ah oui, mais il découvre, sans jeu de mots, il découvre qu'il a le nez, quoi. Jouer quand on gagne, c'est mieux que quand on perd. Ça donne plus de... Il réalise qu'il est brillant, il réalise qu'il a le destin avec lui, quoi. Il se laisse porter. Il se laisse un petit peu porter, mais il a aussi cette volonté d'être toujours, déjà à cette époque-là, il a la volonté d'être le maître de son jeu. Parce qu'il ne veut plus connaître ce qu'il a connu à Smyrne avec ses massacres. Il a un traumatisme par rapport à ça. Il veut absolument acquérir une sécurité absolue. Il rencontre Carlos Gardel à Buenos Aires. Je trouvais ça amusant. J'aurais une idée là. Il le croise. Dans un café, il le croise. Alors ça c'est difficile parce que vous avez autant de jeux, y compris dans ses familiers, il y en a autant qui disent c'est la légende, qu'il y en a qui disent si, il l'a vu, son neveu est persuadé qu'il l'a croisé. Il y a de fortes choses entre les boîtes, des cafés. Proportionnellement parlant, surtout vu les boîtes que va se mettre à se fréquenter Onassis, c'est statistiquement, on n'a pas beaucoup de chances de se tromper. Ils ont dû se croiser. Oui, si, ils ont dû se... En plus, ils ont une souche européenne. Gardel, bon, il est né en France, hein, il est né à Toulouse. Donc ce sont quelque part des exilés. Donc certainement, ça a dû jouer, quoi. À partir de quand Harry le Don Juan commence-t-il à utiliser les femmes comme un ascenseur social? Dès que ça va bien pour lui, quoi. Dès qu'il commence à avoir de l'argent, dès qu'il commence à avoir quelques liasses de dollars américains dans ses poches, là aussi son rapport avec les femmes, là aussi il y a un avant, il y a un après Smyrne. Quand il est à Smyrne, il est très jeune. âme sensible, ça peut boucher vos oreilles. Quand il est très jeune, il va au bordel et puis il dit « je suis le fils d'Onassis ». Et là, on lui ouvre crédit et donc il a une séduction monétaire. Et puis la grande catastrophe lui fait tout perdre. Il arrive à Buenos Aires et puis là, il n'a plus la séduction monétaire. Mais il découvre qu'il a une séduction personnelle. Qu'il a une séduction personnelle. Donc il faut l'imaginer, il est là, c'est un sans grade, personne ne le connaît, personne ne l'attend, il fréquente des buis adaptés à ses moyens de l'époque. Il se rend compte que les quelques femmes qui sont dans ces endroits-là s'intéressent à ce petit bonhomme. Parce qu'en plus, c'est pas un canon de beauté, quoi. Il dégage un certain charisme, mais bon, c'est pas un Apollon. Et il réalise qu'il intéresse les femmes. Ça tombe bien parce que lui, il s'intéresse beaucoup aux femmes. Donc c'est gagnant-gagnant. Et alors pour répondre à votre question, il s'intéresse, oui, ça commence par une grande cantatrice de l'époque, Claudia Muzio. Alors encore que Claudia, il a un statut particulier parce que on ne peut pas mettre en doute le fait qu'il l'aime. Mais bon, c'est pas une histoire d'amour, c'est pas Roméo et Juliette, quoi. Il s'intéresse toujours à des femmes qui ont soit du pouvoir, soit de l'argent, soit les deux. Il aime les femmes brillantes.
Il aime les femmes brillantes, il aime les femmes intelligentes, il aime les femmes qui sortent de l'ordinaire pour une raison ou une autre. Alors ça peut être le pouvoir, ça peut être... Bon là, Claudia Muzio, c'était une artiste dans les années 20-30. Bon, il a eu d'autres femmes, il a eu des stars de cinéma. Ce sont les comptes plus, là ça devient compliqué. Enfin, le catalogue, c'est un petit peu comme Don Juan, Mozart, un mille et traits, je pense qu'il est un peu là-dedans. C'est un petit peu... Alors, et puis ça rassure aussi sur ses capacités, ça rassure sur ses capacités de séduction, sur ses capacités... comment dire, il n'a pas un naturel hypochondriaque, mais il fait attention à lui, quoi. À l'âge mûr, il va faire venir il va être un grand consommateur de compléments alimentaires. Déjà oui. Il prend des pastilles pour ses cheveux, il prend des huiles essentielles. Donc il a besoin de se rassurer sur ses capacités, sur son tempérament, et la séduction entre là-dedans. Comment il approche le milieu des armateurs? Parce que finalement, là, sa première fortune, c'est le tabac. Et donc, comment passe-t-il du tabac au bateau? Il est grec, hein, donc les bateaux, d'une manière ou d'une autre, ça va ressortir. Et alors là aussi, c'est intéressant parce que on est en présence d'un système où il y a déjà une aristocratie d'armement. Ce sont les grandes familles qui existent encore aujourd'hui, les grandes familles d'armateurs grecs, qui sont accusées, notamment aujourd'hui, de planquer leurs magots ailleurs et de ne pas payer des impôts pendant que la Grèce est en train de plonger. Ce qui... pour l'essentiel, oui. On ne citera pas de nom, mais oui, il y a des exemples très précis. Les armateurs grecs n'ont de grec que l'adjectif grec. Ce sont tous des planqués de Genève et de Londres. Cela dit, Onassis leur a bien montré la route. Hein. Mais oui, mais bon, je ne vais pas en dire trop, mais bon. Ah non, Pierre le dit. Bon, alors. Onassis, lui, c'est un bleu par rapport aux grandes aristocraties de l'armement grec, qui en sont déjà la 3e ou 4e génération dans le business. Onassis, lui, de ce point de vue-là, c'est un parvenu. C'est ça, il arrive dans les années 30. Là aussi, il arrive, il étudie les uns et les autres, il regarde ce qu'ils font, et tout de suite, il se dit, mais moi, si je veux prospérer dans ce système, qu'est-ce que je peux faire de nouveau ? Et c'est comme ça que, quand on s'appelle Onassis, on bouffe un maximum de statistiques, on se renseigne à tous les râteliers, et il découvre que les armateurs grecs sont partout, sauf dans le transport du pétrole. Ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Et il le fait avec d'autant plus de bon cœur que les grandes familles d'armateurs grecs le snobent, mais alors superbement. Il ne fait pas partie de leur bande. Oui, il a du mal à se faire inviter dans les soirées. Et là aussi, il se heurte encore une fois à une société où il n'y a pas de place pour lui, une société qui n'en a rien à faire de lui et qui surtout fait tout pour lui mettre les bâtons dans les roues. Les moments sont suffisamment durs, c'est pas pour accepter un nouveau concurrent chez nous. Et en 1930, on est quand même au lendemain de 29, il y a une grave crise économique mondiale, mais on a besoin de bateaux, et notamment de pétroliers. Et lui, il va sentir ça. Onassis, il comprend surtout que les grandes familles d'armateurs grecs sont richissimes, d'accord, tout en étant pingles. C'est-à-dire que dans le système du business grec à l'époque, on fait naviguer des navires absolument... ce sont des coquilles de noix qui cassent au premier problème venu. Onassis en déduit, moi je veux une flotte de beaux bateaux, des bateaux solides, des bateaux qui inspirent confiance. Quoi. Le modèle d'Onassis, ce ne sont pas ses compatriotes grecs, ce sont les armateurs du nord de l'Europe, les leaders dans le domaine, ce sont les Norvégiens et les Suédois. Et le fantasme d'Onassis, c'est de devenir aussi fort que les Norvégiens et les Suédois. Et donc, il profite de la crise, parce que la crise est absolument démentielle. Vous avez énormément de beaux bateaux qui viennent d'être construits, qui sortent des chantiers navals, pardon. Et ces bateaux n'ont plus de propriétaires. Donc Onassis, il saute sur l'occasion, il paye cash, et à vil prix, il a des navires absolument phénoménaux. Et c'est comme ça que commence la nouvelle épopée d'Onassis dans le commerce maritime.
Il rachète des vieux cargos canadiens qu'il transforme. Voilà. Et c'est comme ça qu'il va apprendre le métier, c'est comme ça qu'il va se faire la main. Il va perdre beaucoup d'argent au début. Et puis, comme c'est un très bon élève, il va réaliser que le meilleur moyen, c'est de devenir le premier. Et c'est comme ça qu'il va aborder le transport du pétrole. Et c'est là qu'il va devenir vraiment créateur. Dans votre livre, j'ai appris qu'il avait été en 1931 vice-consul de Grèce à Buenos Aires, mais qu'il a aussi détourné les fonds du consulat pour investir. Bah oui, parce que les bateaux, ça coûte très cher. Il apprend le métier, donc il faut du cash. Il faut du cash. On serait entre comptables, on dirait il faut du fonds de roulement. Et comme il est vice-consul, il a accès aux réserves de liquidité du consulat. Et donc, mais bon, comme on est entre nous, ça sortira pas de cette pièce. Et donc, il puise à pleine brassée dans les fonds du consulat. Au début, il prend l'argent pour faire des spéculations. Il garde pour lui le bénéfice. Et il remet dans la caisse du consulat la mise de fonds. Bon, c'est normal. Voilà. Oui, mais bon, chemin aidant, en plus il voit qu'il est doué, donc il va miser des sommes de plus en plus grosses, et puis une fois il va oublier de remettre les sous dans la caisse du consulat. Et puis comme il voit que personne ne lui dit rien, il continue. Et bon, ce qui fait que, alors là aussi c'est toujours lié à l'histoire particulière de la Grèce. En 1936, il y a un changement de régime en Grèce. C'est une première dictature militaire, le général Metaxas, qui commence à trouver louche les agissements de ce consul. En plus, ce consul grec, qui a comme particularité, il représente la Grèce à Buenos Aires, mais il n'y est quasiment jamais à Buenos Aires. Et puis il a la nationalité argentine. Et il a la double nationalité. Il est argentin et grec. Et donc, du haut du ministère des Affaires étrangères à Athènes, bon, M. Onassis, il est bien gentil, mais ça va, quoi. Donc, il est invité à rendre son passeport diplomatique. Et, alors, la première réaction d'Onassis, c'est une réaction d'orgueil, quoi. Ça l'embête de rendre son passeport diplomatique parce que, socialement parlant, puis pour un grec de Smyrne, c'est une réaction d'amour-propre et la question monétaire ne vient qu'en deuxième position. En tout cas, c'est la Seconde Guerre mondiale qui va vraiment booster ses affaires. C'est là qu'il va commencer à devenir l'Onassis qu'on a connu après. Oui, c'est aussi un des paradoxes du personnage, parce que la Deuxième Guerre mondiale, il arrive à la quarantaine. C'est un monsieur qui est très prospère, c'est un monsieur qui est à l'aise, donc il pourrait se satisfaire de ça. Mais il se rend compte qu'il est aux États-Unis, il est à New York pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il se rend compte que là aussi c'est un observateur attentif de la géopolitique de l'époque. Il se rend compte que les Américains sont en train de se placer très bien pour le monde d'après-guerre. Et donc ça aiguise ses appétits et il se dit que les Américains vont devenir la principale usine mondiale, c'est eux qui vont devenir les nouveaux maîtres du monde, donc j'ai mon coup à jouer. Et il le jouera très bien. Il le joue très bien. En plus, c'est génial. Dans son esprit, c'est génial parce que ça va lui permettre de rendre les coups avec le milieu des armateurs grecs. Onassis est rancunier aussi, autre particularité du personnage. Et donc, il s'accommode très bien. Il le fait avec d'autant plus de hargne qu'il y a un élément nouveau dans son univers. 1948, la naissance de son fils. Et là, ça transforme complètement sa vision du monde. Oui, parce qu'en fait, en 1946, il a épousé Atina Libanos, qui est la fille d'une grande famille d'armateurs. Ah bah c'est quasiment la fille du grand patron qui fait la pluie et le beau temps chez les armateurs grecs. Accessoirement un grand rival d'Onassis, mais bon... Il va finir par le mettre dans sa poche. Ah, ça sera dur. Le vieux, comme on l'appelait, donc Livanos, le père de la future Madame Onassis, portait pas son beau-fils dans son cœur, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'a jamais rien fait pour l'aider.
Il était admiratif de ce qu'il avait fait, mais il ne pouvait pas saquer, il faut dire les choses comme elles sont. Et enfin, il est quand même rentré dans la famille. Mais il est entré dans la famille, oui, parce que bon papa ne voulait pas froisser sa fille chérie. Donc, pour avoir la paix à la maison, il a tué certains de ses principes. Et du coup, Niarchos, qui était vert de jalousie, pour éviter que tous les capitaux aillent chez Livanos, il a épousé la sœur d'Attisin. Oui. Donc du coup, Oui. voilà comment se partage le monde des armateurs. Vous citez un personnage, Niarchos. Si vous voulez, vous avez la face humaine de l'armateur grec, c'est Onassis. Et vous avez, sans faire de parti pris, hein, c'est ce qui ressort quand on interroge des témoins de l'époque, des témoins bien infiltrés dans le milieu. Niarchos, lui, c'est un iceberg ambulant, il n'a pas d'humour, c'est un gars profondément antipathique. Ceux qui l'ont croisé, ceux qui l'ont connu en parlent. Autant il y a de la chaleur quand vous croisez des gens qui ont connu Onassis. Il y a de la chaleur dans la voix. Et pour certains, il y a encore des étincelles dans les yeux, quoi. Niarchos, non. J'ai le souvenir d'un témoin de l'époque. Quand il parle d'Onassis, on était à table. Quand il parlait d'Onassis, il se mettait sur la table. Il avait vraiment le langage corporel était. Quand on en est venu à parler de Niarchos, il s'est mis dans le fond de sa chaise. Il avait une attitude de recul, comme s'il y avait un vent froid qui lui soufflé au-dessus de nos têtes. C'est étonnant. C'est étonnant. En 1953, c'est lui qui construit le plus grand pétrolier du monde et il lui donne le nom de sa femme, Tina Onassis. Oui. Ouais. Donc à cette époque-là, c'est la grande vie, c'est plus rien qui résiste. 1953, Onassis est au zénith. Au zénith, il est l'armateur numéro 1. Il a 2 ou 3 flottes parmi les numéros 1 du monde. Et il fait un coup magistral. Onassis s'invite à Monaco et il sauve Monaco de la banqueroute. Il devient le 2e patron de Monaco, le patron politique étant le prince régnier, le patron économique devient Aristote Onassis. Ça, c'est gravé dans le marbre, c'est une vérité. Alors à Monaco, aujourd'hui, on évite d'en parler. Hein. On aime bien le côté glamour d'Onassis façon Paris Match, on n'aime pas trop gratter dans le fond, on n'aime pas trop gratter le vernis, ce qui est à mon avis un non-sens, parce que quand on examine bien, et pour ceux qui vont lire le livre, ils vont se rendre compte que malgré tout, il y avait quand même une certaine estime entre Régnier et Onassis. Et Onassis, à la fin de sa vie, a reconnu que Régnier, finalement, était un digne homme, et c'était un adversaire à sa taille. C'est sûr qu'il ne faut pas n'importe quel adversaire. Pour lui, comment il rencontre Maria Callas? Ça s'est fait en plusieurs temps. La rencontre humaine se fait en 1957 à Venise, dans une grande réception. Onassis est curieux de rencontrer cette diva. La plus grande du monde à l'époque. Qui est elle aussi à son zénith. En plus, elle a cette particularité, elle est grecque. Et elle est grecque, d'ailleurs. Maria Callas est née à New York. Elle est d'origine grecque, elle est issue d'une famille grecque, mais elle est née, c'est encore une fille de l'exil, c'est encore une fille de la diaspora, quelque sorte. Elle est née à New York. Et ça, Onassis le sait déjà. Donc, bon ben voilà, au départ, c'est juste de la curiosité. Ce qui l'intéresse, enfin ce qui le fait réagir aussi, c'est que c'est quelqu'un qui, par son travail seul, a explosé complètement, quitte à devenir la number 1 dans sa partie. C'est quelqu'un qui lui ressemble. C'est quelqu'un qui lui ressemble, et au début, ben voilà, on est en 1957, donc c'est de la curiosité un petit peu mutuelle. Hein. Et puis, ils vont se croiser de réception en réception. Le grand élément déclencheur, c'est 1959. Vous voyez, il a fallu quand même 2 années. C'est la croisière? C'est la fameuse croisière de juillet 1959.
croisière qui est entrée dans la légende, mais bon, là aussi sur cette croisière il y a beaucoup de choses à remettre à sa place. Je suis frappé de voir que dans nombre de bouquins sur Onassis, quand on parle de la croisière de 1959, on a l'impression que le yacht d'Onassis c'était un charter, tellement il y avait d'invités. En fait, cette fameuse croisière, il y avait tout au plus une dizaine de personnes sur le yacht. Oui, mais alors pas n'importe lesquels, on peut peut-être les citer. Il y avait Maria Callas et son époux, Meneghini. Il y avait la sœur et son époux, la sœur d'Onassis, une sœur qui est particulièrement importante dans l'histoire de la famille. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Bon, finalement, c'était pas là qu'il y avait Churchill. Si, Churchill était là. Par contre, les Agnelli ne font pas partie de cette croisière-là, et quelques autres jet-setters de l'époque ne font pas partie de cette croisière. Est-ce que finalement, c'est pas la seule femme qu'il ait vraiment aimée, la Callas? Je suis comme vous, je me pose la question. Dans votre livre, on se pose la question et on se dit en lisant le livre. Mais ça, c'est peut-être mon côté fleur bleue. Oui, si. Il y a 3 ou 4 femmes qu'il a vraiment aimées. Il y a 3 ou 4 femmes qui ont joué un rôle très important dans sa vie. Et c'est vrai que Maria Callas, elle a une place spéciale. Mais cet amour tumultueux lui fera beaucoup de mal à elle. Ça va la détruire en fait. Oui, mais enfin, Maria Callas a une psychologie aussi qui est très particulière. Hein. Dans le livre, je l'appelle la femme blessée parce que, bon, elle a grandi dans un univers familial qui était vraiment pas pavé de bonnes intentions. Maria Callas a une mère qui a une psychologie très douteuse. Quand Maria Callas s'est évadée de sa sphère familiale, elle tombe sur Meneghini, qui est un homme au demeurant charmant, mais qui voit en Maria Callas un magnifique objet d'ambition personnelle. Donc il sera son impresario. Donc Maria Callas, elle cumule des blessures personnelles. Quoi. Et donc tout ça va transparaître dans son histoire, dans sa relation avec Onassis, et ce qui fait que c'est une histoire en dents de scie. C'est une femme blessée, mais c'est aussi Médée. En 69, elle tourne le film et elle se prend à son propre rôle. Elle s'imagine en Médée, en fait. En plus, Maria, c'est comme Aristote par rapport au personnage d'Onassis. Maria doit composer avec le personnage de la Callas. Ça aussi, c'est pas simple. Donc elle jongle avec tout ça. Elle fait de son mieux. Ne le prenez pas mal, mais c'est une brave femme qui fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Elle essaye de faire de son mieux. C'est pas toujours évident. Il y a des moments elle est brillante, il y a des moments elle est en dessous. Cela dit, lui, il incitera, en tout cas, les circonstances feront qu'elle abandonnera presque la musique à un moment. Et je pense que ça, elle s'en remettra à jamais. On va tourner la page Maria Callas parce que il y a Jackie Kennedy. Alors comment son chemin croise celui de Jackie Kennedy? Bon. Jackie Kennedy, oui. Jackie Kennedy, c'est vrai qu'elle a une place particulière. Déjà, c'est quelqu'un qui s'invite dans l'univers Onassis. Alors là aussi, c'est pas Onassis qui vient la chercher, c'est elle qui, quelque part, je vous la fais courte, hein. Mais c'est quelqu'un qui se rend compte qu'Onassis présente plein d'avantages. En plus, il est sympathique, ce qui ne gâche rien, mais surtout, il présente plein d'avantages. L'avantage financier, bien sûr. Oui, aussi. C'est important de souligner, c'est quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens physiques. Et donc ça, pour Jackie, qui est habitué toujours à fréquenter des messieurs qui sont un petit peu en retour d'âge, qui sont de vieux jolis cœurs, ou alors des petits jeunes mais qui n'ont pas le répondant derrière.
Et là, elle voit Onassis qui passe à sa portée, bon, dans des conditions quand même qui sont dures. Hein. Faut pas non plus. Comment ça se passe la rencontre? Bah, elle se passe elle se passe à une période où Jackie est au creux de la vague. Faut pas oublier qu'en 1963, il y a 2 éléments qui la traumatisent. La première, c'est la perte d'un enfant, dans des conditions qui sont dures. Donc elle est sérieusement éprouvée. Elle est aussi, Jackie est quelqu'un sur le retour, parce qu'elle a fait le tour du système Kennedy, elle n'en peut plus du système Kennedy, de cette famille-là, ce clan-là, avec ses règles, avec ses codes. Du coup, elle va changer de clan. Et puis deuxième cas, c'est le décès dans les conditions que l'on connaît de John. Où là, elle se rend compte qu'il y a quelque chose de pourri chez les Kennedy. Et Jackie réagit un petit peu comme une louve blessée. Louve, pourquoi? Parce qu'elle a 2 enfants à charge. La petite Caroline et le petit John Junior. John Junior et pas John, comme on l'entend partout. Et donc, voilà, il faut qu'elle recolle les morceaux. Et c'est à ce moment-là qu'intervient Onassis, Mais finalement, il n'était pas obligé de l'épouser. Est-ce que c'est pas quand même une revanche sur la vie que lui, le petit Harry, le gamin de Smyrne, il épouse Jackie Kennedy? Le petit gamin de Smyrne, comment je vais vous dire ça sans choquer personne? Le petit gamin de Smyrne aurait été très fier de connaître le goût de Jackie Kennedy. Point. Ça s'arrête là. Les circonstances, et là c'est plus par rapport à Robert Kennedy, l'autre frère, c'est plus par rapport à ça que se joue la question du mariage. Et Aristote se voyait très bien passer le week-end avec Maria Callas et le reste du temps avec Jackie, sans qu'il y ait de mariage, parce que ça lui allait bien comme ça. Parce que ça lui allait bien comme ça. Donc vous voyez que Callas a un statut particulier, parce qu'il n'y est pas question de rompre avec elle. Mais là aussi, et c'est là qu'on aborde une nouvelle période dans la vie d'Onassis. Pendant très longtemps, il a vécu en ayant un petit peu la baraka, la main de Dieu sur sa tête. Et à partir du moment où il y a la Kennedy qui entre dans sa sphère, les choses bougent, les choses changent. Et c'est comme ça que la question du mariage arrive. Il la voit arriver, il se dit « j'aurai toujours un joker dans ma poche ». Ben non. Et donc le mariage aura lieu. Et il a eu lieu. D'ailleurs, on a parlé parfois d'une malédiction, Oui. Kennedy, parce que, donc, en 66, il achète cette fameuse île de Scorpios, qui a été vendue il n'y a pas très longtemps à des oligarques russes. Alors là, c'est fait. Et à partir de cette île, rien ne va plus. Parce qu'il perd son fils. J'ai envie de dire que la malédiction, oui. La malédiction, si malédiction il y a, elle se jouerait davantage effectivement par rapport à l'île que par rapport à Jackie personnellement. Il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à cette île. Ce qui expliquerait, je pense, le désintérêt de la petite fille, Athina, parce que sur cette île, c'est quand même pas rien. Il y a la tombe d'Aristote, le grand-père, il y a la tombe de la fameuse sœur, Artémise, il y a surtout la tombe de la mère de la petite Athina. Enfin, la petite, non, elle a près de 30 ans maintenant. Dont la mort n'est pas expliquée, paraît-il. Si. Là aussi, il y a un... Si vous voulez, les Onassis sont des gens qui font partie d'une sphère tellement... Donc quand il leur arrive un petit pépin, nous, qui sommes simples mortels, on ne peut pas accepter que ce soit un accident bête. Donc si la mort de Christina Onassis s'explique, c'est quelqu'un qui a abusé d'antidépresseurs, c'est quelqu'un qui a abusé de petites pilules pour perdre du poids. Donc il arrive un moment où le cœur, elle a abordé les portes de la quarantaine, mais elle avait un cœur usé comme une personne de 65-70 ans. Donc il arrive un moment où le cœur fatigue, le cœur s'arrête. Oui, c'est vrai qu'après tout, ce ne sont pas les dieux de l'Olympe à la fin de l'année. Alors en 73, il perd son fils, et là, à partir de là, c'est le déclin qui commence. C'est la première mort d'Aristote Onassis.
Alors son fils, qui était le PDG en quelque sorte d'Olympique Airways, j'ai appris qu'en fait Onassis avait créé Olympique Airways pour lui. Ça, si vous avez tous pris les avions Olympique Airways, voilà, vous avez voyagé au départ. Et là, on rejoint, il y a les armateurs grecs et il y a Onassis. Onassis a toujours eu soin d'investir en Grèce. Il a diversifié. C'était effectivement pour lui une façon de diversifier son capital et c'était aussi une manière de rendre un petit peu les bénéfices que lui avaient octroyés les dieux grecs en investissant au pays des origines. Onassis, dès les années 50, il comprend que la Grèce ne peut pas s'en sortir toute seule. Elle n'a pas d'industrie, donc Onassis va avoir à cœur de développer un projet complètement fou de développement industriel. Et puis Onassis est le premier à comprendre que la Grèce a une histoire absolument magnifique, des sites absolument extraordinaires. Il faut quand même que ça profite au pays, ça. Et comment faire? En jouant la carte du tourisme. Et Onassis va être un des premiers à investir dans des hôtels. Il va inviter sa famille à faire autant. Et c'est comme ça que va se mettre en place toute une dynamique que va compléter la compagnie aérienne Olympic Airways. Parce que c'est bien d'avoir des équipements pour accueillir les touristes, mais c'est encore vachement bien d'amener les touristes de New York, Paris, Londres à Athènes. Puis une fois qu'ils sont à Athènes, ils se débrouillent, ils vont en Grèce. Mais c'est bien de les avoir d'une certaine manière captifs. Et donc Onassis est un grand ordonnateur du tourisme en Grèce. En tout cas, c'est un fin stratège. Alors sa fin seule à Paris est quand même moins brillante que sa vie. C'est la fin d'un vieux loup solitaire, j'ai envie de dire. Parce qu'il se rend compte, une fois qu'il perd son fils, il se rend compte que ces combats qu'il mène depuis près de 60 ans, tout ça, quelque part, c'est du vent. Et il se rend compte que tous les rêves auxquels il a cru, ça lui tenait chaud quand il avait 20-25 ans, quoi. Mais finalement, qu'est-ce que ça pèse quand on arrive au soir de sa vie? Surtout qu'il n'y a personne, il croit au début que personne ne va prendre la suite. Et il avait le rêve de faire une dynastie, et il a l'impression qu'il est passé à côté, quoi. Donc ces derniers moments à Paris, oui, c'est crépusculaire. En plus, il est pris au piège. Il est pris au piège d'un corps qui ne lui répond plus. Ça aussi, c'est la tragédie Onassis. Ce type, il a mis en place un univers qui lui était propre. Il tirait les ficelles comme bon lui semblait, et son propre corps se dérobe. Et c'est lui qui choisit de venir mourir à Paris. Oui, parce que Paris, c'est le souvenir des bons moments, c'est le souvenir de la grande époque. Alors là, c'est franchement moins glamour, mais si il décède à Paris, les lois pour les successions seront plus douces que les lois appliquées en Grèce. Et comme il sent qu'il n'aura pas le temps d'arriver aux États-Unis, c'est aussi un pis-aller. Même jusqu'au bout, il faut qu'il négocie, il faut qu'il triche, il faut qu'il trouve une astuce pour lui donner l'impression de s'en sortir chasse naturelle dans le galop. Mais finalement, son grand drame, c'est de ne pas avoir su construire un empire. Chose qu'a su faire Niarchos. Il a construit un empire comme Niarchos, mais Niarchos a gagné la partie dans le sens où Niarchos a généré une dynastie. Parce que son empire s'est écroulé, Onassis. Oui et non. Qu'en est-il aujourd'hui de l'Empire Onassis? L'Empire existe toujours. Il est détenu par la Fondation Onassis. Et disons que cet empire permet à la Fondation Onassis, fondation philanthropique, d'être autosuffisante. La Fondation Onassis ne dépend de subventions de personne. Elle gère elle fait même plus que gérer, elle entretient et elle a su développer le pactole du grand-père, si j'ai envie de dire. Il y a une partie de la fortune qui est aux mains de la petite fille Onassis,
quand elle est entrée en possession de son héritage, vous avez sans doute dû voir des couvertures de Closer, de People Magazine, on va dire, la petite fille riche, la plus riche du monde. Bon, ça c'est le côté bling-bling. Mais non, la fortune est... Alors l'Empire, proprement dit, les flottes de navires, tout ça existe toujours. C'est aujourd'hui un empire qui est dirigé par des messieurs en costume qui sont très discrets, qui n'aiment pas trop qu'on mette le nez dans leur comptabilité, mais il ne faut pas se faire de soucis pour eux, quoi, tout va bien. Elle fait quoi, la Fondation Onassis? La Fondation Onassis a un volet de promotion de la culture grecque. Alors ça se passe par le biais de prix distribués à des étudiants méritants. Elle a un volet plus philanthropique, par exemple en finançant un centre de chirurgie cardiaque à Athènes. Donc il y a des tas de programmes plus ou moins médicaux, plus ou moins philanthropiques qui sont mis en place et qui entretiennent un petit peu la flamme Onassis en Grèce, quoi. C'est très amusant d'ailleurs parce que bon, Onassis est mort, sa mort coïncide avec la chute du régime autoritaire des colonels. Et dans l'imagerie populaire de l'époque, Onassis, ça sentait le soufre parce qu'il y avait des colonels. Et pendant comme ça une quinzaine d'années, le mot Onassis valait mieux éviter, quoi. Et la fondation avait fort à faire. Aujourd'hui, que ça va mal en Grèce, le prestige Onassis revient, le prestige du nom revient, parce que la fondation a énormément œuvré, parce que la fondation, quelque part, elle réinvestit des fonds d'armement Onassis dans le pays. Et puis, ça va tellement mal dans le pays que finalement, se souvenir d'Onassis, c'est quelque part se souvenir des jours heureux, quoi. Du temps où on parlait de la Grèce en bien. Effectivement, c'est plus trop le cas maintenant. Alors, quelques questions, réactions sur ce sujet de la Grèce contemporaine et d'un mythe comme celui d'Onassis. Monsieur, au premier rang, et après, madame. Bonjour. Parlez bien dans le micro. Enquêter, il faudrait que vous parliez le grec, non? Ce sont des gens qui sont parfaitement anglophones maintenant. Ah non. Et même quand vous abordez des témoins comme certains dans les hautes sphères à Athènes, non seulement ils sont anglophones, mais ils sont parfaitement ils sont francophones et francophiles. Ah. Donc on n'a absolument aucun mal donc je pense notamment à des pièces d'archives, parce que ce sont des archives, le langage du commerce maritime, c'est l'anglais. Donc, à part pour des termes vraiment techniques. Mais là, une fois que vous êtes familiarisé avec le vocable de la partie, voilà. C'était un des premiers grands acteurs de la mondialisation, Onassis. Déjà, à titre personnel, hein, l'homme était capable de parler 6 ou 7 langues, parler couramment. Hein, c'est quelqu'un qui jonglait, c'est un des premiers à avoir des téléx dans ses bios. Il aurait été heureux avec Internet. C'est une question qu'on se prend à mettre sur le tapis. Aujourd'hui, avec tous les moyens, Internet, Skype et tout ça, qu'est-ce qu'il ferait, quoi? Ah oui, la planète était trop petite pour lui. Il irait sur Mars, peut-être. Il y a une madame qui voulait poser une question. Bonjour. Il est resté combien de temps en Argentine? Parce que je suis allée en Argentine et j'ai vu qu'effectivement, il y a des quartiers, on a l'impression d'être à Paris. Tout à fait. On appelle le Paris de l'Amérique du Sud. Si vous voulez, toute sa vie, à partir de 1923, d'une manière ou d'une autre, il va retourner en Argentine. Il avait un triangle sud-américain, Argentine, Montevideo, et puis, enfin Buenos Aires, Montevideo et Panama. Et il a vécu pleinement au quotidien, j'ai envie de dire, à Buenos Aires, en Argentine, de 1923 à 1925-26. À partir de 1926, il va commencer à entamer des voyages de plus en plus lointains, de plus en plus répétés.
avec cette question essentielle, comment prendre le dessus par rapport au temps. Onassis ne réfléchit pas en kilomètres, il réfléchit en temps. Ce qui fait qu'il va être un grand amateur de vitesse, un grand amateur de quand les premiers avions à réaction ont été mis en place, il lui fallait un avion à réaction. Mais pour répondre à votre question, oui, vraiment au quotidien en Argentine, 1923, 1926, 25-26 on va dire. Ce qui est peu finalement. Ce qui est peu, mais ça aussi c'est quelqu'un qui pose les valises quelque part 2-3 ans. C'est un nomade. Et puis il arrive à un épisode, une anecdote, parfois une tragédie, qui fait que il reprend les valises pour aller ailleurs. Et c'est toujours pour grimper de plus en plus quand il change. Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui reprennent leur valise, mais qui Le paradoxe d'Onassis, c'est que, bon, présenté comme ça, on a l'impression que c'est une suite continuelle de réussite. En oui, il y a des hauts et des bas. Onassis, c'est surtout une suite continuelle de catastrophes. De tous les 5 ou 6 ans, il lui arrive un truc, mais alors, mouse. Sauf que la différence, c'est que Onassis, il pose genou à terre, il laisse passer l'orage, il trouve l'astuce pour s'en sortir et il rebondit jusqu'en 1973. Alors, question-réaction avant la signature de l'ouvrage, madame. Attendez le micro. Attendez le micro. Avait-il des ambitions politiques? Non, il est dégoûté de la politique. Il a horreur de la politique et il a horreur des politiciens. Ça, vraiment, les politiciens, c'est une... pour utiliser un vocable un peu onasien, on va dire, il les vomit, quoi. Il les a dans le nez, il exècre ces petits bonshommes, ils font rien, ils servent à rien, ils se permettent de vous dicter des lois qu'eux-mêmes n'appliquent pas, et ils voudraient en plus vous mettre des limites. Et en plus, ces gens-là sont capables de ne rien inventer. Ce sont vraiment dans sa mentalité, ce sont des parasites. Et donc, il va jouer avec eux, il va les utiliser, mais contrairement aux autres rouages qu'il utilise, il n'a aucune considération pour eux, quoi. Et à chaque fois qu'il va les approcher de trop près, il va avoir des problèmes. Les colonels, il va les approcher de trop près en Grèce, ça va lui coûter très très cher. En plus, ça se superpose avec la fin de sa vie, quoi. Donc vraiment, ça... Non, la vie politique, pour lui, ça sent... Et même, regardez, au début des années 60, il va vouloir s'intéresser à la vie politique américaine. C'est là qu'il va être amené à rencontrer Jackie Kennedy. Ben, vous voyez la suite, quoi. Bon, voilà qui est clair. Une dernière question ou une réaction? Bon, ça dit, vous savez tout, donc vous êtes fin prêt pour les signatures. Donc merci à Valérie Cocan et merci à vous tous pour votre attention.